Salut et bienvenue dans ce 9e épisode des Vieilles Branches. Moi c'est Vincent et toutes les 2 semaines avec l'ami Teddy, on démystifie sans vergogne l'univers du cigare. Cette semaine on s'attaque à un gros morceau pour les débutants, la rétro-olfaction et bien apprendre à détecter arômes et saveurs. Et ça avec des cigares d'exception que Teddy nous a dénichés. Bonne écoute. Salut les petits loups, c'est les Vieilles Branches, moi c'est Vincent et je suis avec le fiefé gredin, Teddy Pecco. Salut Teddy. Hola amigos. Comment ça va aujourd'hui? Super bien, avec ce qu'on a entre les doigts, ça va très très bien. Ouais, parce que là on peut le dire, on fume des petites pépites que tu nous as dénichées. Ouais. Toi tu as un Monte Cristo Especiales numéro 2 de 98. De 98 et moi j'ai un Vegueros Especiales numéro 2 de 2000, tu m'as dit, c'est ça? C'est ça, ouais. Et c'est toi qui les as donnés, moi j'ai l'ancienne bague. Alors on va parler des cigares un petit peu après. Pour l'instant, aujourd'hui, cette semaine, un épisode sur la façon dont on déguste un cigare et plus précisément la rétro-olfaction, parce que c'est une question qu'on entend souvent de la part des débutants, mais aussi de la part des fois d'amateurs un peu plus confirmés. J'arrive pas à découvrir toutes les saveurs, j'arrive pas à découvrir tous les arômes de mon cigare, j'en profite pas comme je vois d'autres en profiter, comment est-ce que je peux faire? Exactement. Et du coup on va parler un peu de ça, on va parler de comment on aborde la dégustation d'un cigare, et puis précisément après de la rétro-olfaction. Mais pour l'instant on peut présenter un peu ces deux cigares. Alors est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur déjà leur aspect, parce qu'ils n'ont pas du tout le même aspect, c'est le même module, hein, c'est le même... C'est ça que c'est assez marrant, donc c'est des Laguito numéro 2. Donc, exactement. C'est des Panatella. Hein. Des Panatella, c'est un 38 de cepo par 152 mm. Voilà. Ouais. Donc c'est vraiment deux cigares différents, en tout cas dans leur aspect au niveau de la cape. Ouais. Le mien il est très rustique, on voit beaucoup que le cigare au niveau de... Ouais, t'as pas mal de veines sur la cape. Ouais, pas mal de veines. Alors que le tien, il a un roulage, en fait, c'est magnifique, il est luisant. Et la cape est super tendue, elle est bien grasse. Super tendue, bien grasse. Tu tires sur du Colorado... Colorado Maduro, ouais. C'est ça, exactement. Ouais. Alors que le mien, il est vraiment sur du Colorado Claro. Ah, c'est deux cigares différents, si ce n'est finalement leur format. Et pour ma part, à l'image, c'est juste incroyable. Ouais, vraiment. Ça commence très très bien. Ouais, moi aussi, ça commence très très bien, là. J'ai pas encore le côté vintage, mais si tu m'avais fait fumer ça... à l'aveugle, j'aurais jamais dit que c'était Vegueros. Tu vois. Jamais. Et au début, moi, je voulais prendre le Vegueros, mais c'est vrai que Vincent me disait, Vegueros, c'est assez rustique, assez charpenté. Ouais. Monte Cristo également. Oui, Monte Cristo aussi, c'est rustique, mais c'est quand même souvent un petit peu moins puissant. Voilà. Donc on va voir comment ils évoluent. Par défaut, il n'y a pas de jaloux. Hein. Je dis, allez, tu prends le Vegueros. Exactement. Prends Monte Cristo. Et si on peut parler un petit peu de ce format, du Laguito numéro 2, c'est un format qui est assez désuet finalement. On en trouve très peu. On avait des formats dans le catalogue cubain de Panatella, mais ils ont tous été arrêtés. Là, on peut penser au Davidoff numéro 2, qui a été arrêté en 91, hein, qui est un cigare qui est J'ai fumé récemment d'ailleurs. T'as fumé récemment et c'était exceptionnel, tu nous avais dit. Ouais, très très haute. Alors, c'est ce qu'on disait, on fera peut-être un épisode sur les Davidoff cubains, mais on disait aussi que des fois, ces cigares-là, ils peuvent être passés, quoi. C'est même a priori très souvent le cas. Des cigares qui ont comme ça une trentaine d'années, une quarantaine d'années, ça peut être... Et j'ai un collègue, il m'a dit, ouais, t'as dit, c'est important que tu dises quand tu vas sur les groupes, aux confrères, que ouais, ok, tiens, t'as eu extrêmement de chance d'avoir un cigare qui n'est pas passé, mais une grande partie, la majorité de ces cigares-là, malheureusement, sont passés. Et c'est sûr que les vendeurs officiels qui vont te vendre ces produits-là ne diront jamais que le cigare est passé. Puis il n'y a pas moyen de le savoir avant de l'avoir fumé. Hein. Sauf que malheureusement, sachez-le, c'est très régulièrement le cas. Ouais, donc n'allez pas acheter le Davidoff cubain à 150 balles le cigare, si vous n'êtes pas sûr ni de la conservation ni tout ça, parce que ça peut être des mauvaises choses. Oui, parce que t'as raison, ça va de 80 à 180, 70, c'est une boîte pleine. Un Dom Pérignon, quelque chose comme ça, ça va très très... se vend très très cher. Ouais, on fera un épisode sur ces questions-là, je pense, à un moment ou à un autre. Donc on peut penser au Davidoff numéro 2, on peut penser au Diplomaticos numéro 7, qu'est-ce que j'aurais voulu... qui a été arrêté dans les années 80, moi aussi un Diplomaticos en fait, dans ce format-là. On n'a plus que le numéro 2 de nos jours. Effectivement, à part les éditions originales, il n'y a plus que le numéro 2. Et le Oyo du Dauphin qui a été lui arrêté en 2003, que t'as fumé il n'y a pas longtemps. Il y a un mois et demi, 2 mois. Et que c'était pareil. Ah, c'est pareil, il avait pas de bague, est-ce que l'origine ils avaient pas de bague, le Dauphin? Ils étaient sans bague, ouais. Et je l'avais un peu oublié pendant quelques mois, et puis un soir, j'avais envie, j'avais besoin. Et j'ai dit, tiens, je vais prendre une pièce qui peut-être est exceptionnelle, et c'est vrai que c'était le cas, c'était juste génial. Ouais. Donc ouais, je conseille beaucoup, et moi je suis énormément dans le partage. C'est pour ça qu'aujourd'hui, alors des fois c'est Vincent, aujourd'hui c'est moi, qui ramène des cigares qui sortent de l'ordinaire. Qui sortent de l'ordinaire, complètement. Et dans la production actuelle, il reste encore 2 modules en production régulière.
il y a le Monte Cristo Especiales numéro 2 que tu fumes, il existe toujours au catalogue. Tout à fait. Et le Cohiba Coronas Especiales, qui est aussi un Laguito numéro 2. Tout à fait. Et on en parlait dans le dernier épisode avec Fabien du Punch Mantua de l'édition régionale 2018, qui lui aussi est un Laguito numéro 2. Donc c'est ce même format vraiment désuet. Donc évidemment, si vous avez l'occasion de mettre la main sur des Punch Mantua, je crois que c'est une édition qui est vraiment très 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 recherchée. Et ce qui est important de le dire, c'est qu'on est suivi par des confrères qui ont d'expérience et puis d'autres qui en ont très peu, beaucoup de curiosité. Et ça, quand on débute, j'aime, en tout cas c'était le cas pour moi, on aime bien les robustos, des formats dans ce genre-là, plus faciles à fumer. Mais plus vous allez avoir d'expérience, plus vous allez goûter des pièces un peu plus rares, exceptionnelles, et vous allez avoir envie d'aller sur des formats comme celui-ci. En tout cas, moi là, toi bien avant moi depuis peu là, je prends un plaisir incroyable, on le fume différemment. On va tirer plus longtemps dessus et un peu moins fort. En tout cas, c'est le cas. Ouais, c'est ça, c'est un des formats, c'est pour ça souvent les débutants ont tendance à se diriger vers des formats avec des cépos petits, comme ça en se disant il va être moins fort, il va être moins difficile à fumer, tout ça. C'est tout à fait le contraire. Plus c'est petit, plus c'est difficile. Et c'est vrai que quand vous avez des cépos de 38-40 là, c'est le cigare qui impose son rythme. D'ailleurs, il faut que je me calme parce que c'est très bon et je tire dessus un peu fort. Et tu vois, comme tu rebondis sur ça, là le Monte Cristo est spécial. On peut dire Especiales, numéro 2, je suis pas espagnol. Mais c'est incroyable, même la fumée elle est abondante mais ultra fine. C'est magnifique. Ta fumée, toi, elle est bleutée. Ouais, la fumée, elle est bleutée, elle est grasse, elle est... c'est magnifique. Ouais, vraiment, c'est super pour l'instant. Voilà, même avec le peu d'expérience qu'on peut avoir, on le voit, la différence tout de suite entre un cigare très jeune. Des fois, la fumée va être piquante. Ouais, piquante, très lourde, très grasse. Voilà. Là, t'as envie de mettre la tête dans la fumée, tellement c'est agréable. Ouais, effectivement. Alors la première chose à dire peut-être sur la dégustation d'un cigare, si on doit reprendre les choses à la base, et là tu vas me dire ce que t'en penses, c'est qu'il faut distinguer deux choses. Ce qui se passe au niveau de la bouche et ce qui se passe au niveau du nez. Et oui, alors quand tu dis la bouche, tu parles de la langue, du palais, des joues. C'est ça, des sensations, je dirais physiques, physiologiques qu'on a dans la bouche, des sensations presque tactiles en fait qu'on pourrait avoir dans la bouche, et ce qui se passe dans le nez, qui sont là des informations olfactives en fait. Et donc on différencie d'un côté ce qu'on appelle les saveurs dans la bouche, de l'autre côté ce qu'on appelle les arômes dans le nez. Je vais essayer de pas confondre. Et c'est important d'ailleurs ce que tu dis, hein, parce que souvent les gens quand ils font des comptes rendus, les confrères vont dire bah tiens j'ai trouvé tel arôme. Mais souvent ils se trompent entre l'arôme et les saveurs. Et c'est assez compliqué. Et d'ailleurs j'ai pu me renseigner un petit peu, même après c'est toi qui vas l'expliquer, mais tu me parles de la rétro-olfaction, donc ça passe la fumée par la bouche et en direction du nez. Voilà. Et aussi la, je sais pas si tu le savais, l'ortho-olfaction. Ah non, j'ai jamais entendu parler de ça. C'est ce que tu sens. Là, quand on sent d'accord, quand tu sens la fumée. Voilà. D'accord. En fait ils expliquent qu'en fait Oui, c'est l'olfaction normale en fait. Et en fait la rétro-olfaction, tu vas détecter des saveurs, des arômes que tu peux pas retrouver à l'ortho-olfaction. D'accord. Bon, on va parler de tout ça. Peut-être commencer d'abord par ce qui se passe dans la bouche. Alors, donc dans la bouche, pour sentir des choses, on a des papilles gustatives, on l'a tous appris à l'école primaire là, et en fait il y a 5 goûts qu'on est capable de détecter dans la bouche. Alors je parle des goûts, mais il y a aussi les sensations tactiles, c'est-à-dire les sensations de est-ce que la fumée est légère, est-ce qu'elle est grasse, est-ce qu'elle est piquante, etc. Mais en fait, déjà, commençons par ces 5 goûts. On a le sucré, l'acide, le salé, l'amer, et on a un 5e goût, ça a été débattu si c'était un goût ou pas un goût, ce qu'on appelle l'umami. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Pas du tout. Voilà, c'est ça qui est marrant. Ah ouais. Et cet umami, en fait, c'est donc un mot japonais qui désigne un peu la saveur des exhausteurs de goût, du glutamate, et c'est une saveur qu'on pourrait, décrire en disant c'est la saveur d'un bouillon de viande ou de viande très agréable qui reste en bouche et qui va vraiment donner un équilibre au plat. D'accord. Et donc c'est une saveur qu'on retrouve facilement aussi dans tout ce qui est sauce à base de poissons fermentés, là, les nyokmam, ce genre de choses, les sauces soja et tout ça. Donc ça c'est le goût de l'umami. Alors, c'est la première fois que j'entends ce mot-là. Hein. Moi aussi ça m'a étonné quand je l'ai appris il y a quelques années. J'ai jamais eu le temps de vraiment faire l'expérience d'essayer de l'identifier. Mais en tout cas il faut savoir qu'il est là et que quand des fois on dit il y a une sensation un peu de saveur intense, de complétude dans le goût, et des fois c'est ce goût d'umami en fait. Et c'est à partir du moment qu'on le sait qu'on peut apprendre à l'identifier finalement. Donc tu me le dis, je ferais beaucoup plus attention. Exactement. D'accord. Et alors un premier mythe qu'il faut absolument débunker tout de suite,
c'est le fait que, je sais pas si tu as déjà entendu ça, Teddy, certainement, que dans la bouche, sur notre langue, on aurait des zones qui seraient dédiées au salé, à l'amer, à l'acide. Moi, je crois pas. Non, alors c'est pas du tout le cas, mais c'est une méconception commune. D'accord. Et en fait, c'est pas du tout le cas, ça a été débunké par plusieurs études scientifiques, en fait, assez récemment. Enfin, dans les 20-30 dernières années, tous les récepteurs peuvent détecter tous les goûts. Par contre, on a en fait des zones de la langue, comme les côtés de la langue et l'arrière de la langue, qui sont un peu plus sensibles que d'autres, et donc on a l'impression qu'on sent plus à ces endroits-là, mais en fait, physiologiquement, c'est pas le cas. Ok, parce que moi c'est déjà le cas là, sur ce que je fume. Ce que tu viens de me dire, oui, je ressens. C'est-à-dire que tu le sens partout dans la bouche, et pas... Ah non, tu le sens plus, plutôt... comme tu me dis là, sur le bout de la langue. Plutôt à certains endroits. Ouais, c'est vrai. Oui, alors ce que je dis c'est vrai, sauf pour l'amer, qui est une saveur qu'on ressent beaucoup plus à l'arrière de la bouche quand c'est amer. C'est une saveur qui est au départ faite dans la nature pour qu'on bouffe pas tous les trucs toxiques. En fait, voilà. Si vous voulez, vous avez le salé qui est plus là pour donner du sel après la transpiration, le sucré qui est là pour dire il y a des glucides, il y a de l'énergie et tout ça, et donc l'amer, lui, c'est plus pour dire oh là, casse-toi, faut pas manger ça. Ensuite, ce qu'on peut dire, donc, je reviens, mais il y a ces 5 goûts, sucré, salé, acide, amer, umami, et puis il y a ce qu'on peut appeler les perceptions tactiles, et là, on peut les mettre dans 4, 5, 6 catégories, on va voir que tout ça, c'est souvent un peu difficile de catégoriser sérieusement. Est-ce que c'est sec? Des fois on dit tannique. Oui. Est-ce qu'il y a une sensation de ce qu'on appelle d'astringence, de sécheresse dans la bouche? Est-ce que ça peut être épicé? Des fois piquant? Là, on a un espèce de spectre entre l'épicé qui peut être agréable et le piquant qui peut l'être un peu moins. Est-ce que ça peut être doux, crémeux? Est-ce que c'est léger, lourd? Est-ce que c'est visqueux? Voilà, tout ça, c'est des sensations tactiles qui sont différentes des goûts et qui sont aussi différentes des arômes auxquels je passe maintenant. Alors, pour les arômes, c'est en fait de là que vous allez avoir l'essentiel du plaisir de la dégustation d'un cigare. Pour moi, c'est plutôt dans les arômes, même si c'est vrai que la sensation tactile, elle joue aussi beaucoup. Mais quand on vous dit, ça sent le cul de cheval qui a couru sous la pluie un mercredi d'automne, ça, c'est pas dans la bouche que ça se passe, c'est dans le nez. Et comment ça se passe? C'est qu'en fait, vous avez des molécules volatiles qui sont présentes dans la fumée, mais aussi dans tout le reste, et qui vont en fait remonter naturellement, même si vous ne faites pas de rétro-olfaction, elles vont remonter naturellement vers la paroi nasale, en fait la cavité nasale, pour être ressortie par le nez. Et au milieu là de notre nez, à l'endroit où quand vous avez vous avez le rhume, ça fait voilà. À cet endroit-là, on a ce qu'on appelle l'épithélium olfactif, et ça c'est un petit organe en fait qui est dédié à sentir. Enfin, à servir de récepteur en fait à toutes ces molécules. Donc qui nous sert, comme tu disais tout à l'heure, à sentir des fois, mais avec la rétro-olfaction, comme on l'atteint plus facilement, eh ben, on va pas avoir exactement les mêmes. Il y a beaucoup de sortes d'arômes, mais on peut en fait les classer en différentes catégories. Alors là, c'est tout le problème des comptes rendus cigaristiques, mais on a le même sujet dans d'autres expériences sensorielles, comme le vin, comme les spiritueux. C'est à quel niveau de classement on s'arrête, et est-ce que cette expérience, ou le mot qu'on met sur l'expérience, il est compréhensible par les autres. Alors par exemple, si je te dis, oui, bah moi ça me rappelle quand j'étais chez ma grand-mère à 4h et qu'on rentrait de la piscine, bon bah toi ça va rien t'évoquer du tout ça. Donc, généralement, moi ce que je conseille quand on veut profiter d'un cigare et déguster son cigare tranquille, c'est de rester déjà à un niveau assez haut. Et pour ça, moi je propose 3-4 catégories. D'un côté, tout ce qui est végétal. Ensuite, tout ce qui est animal, le cuir, le suin, l'écurie, tout ça. Tout ce qui est empyromatique, torréfié, café, chocolat. Cacao. Voilà. Et tout ce qui est épices. Poivre, et après on peut aller épices jusqu'à caramel, nougat si on veut, voilà. Où est-ce qu'on met ces choses-là, ce qu'on appelle les arômes gourmands, briochés, on peut peut-être en faire une catégorie à part, et là on va voir que en subdivisant, ça devient déjà un peu compliqué. Par exemple, dans l'animal, c'est assez facile, je mets le cuir, le suin, les arômes d'écurie, d'étable, ce genre de choses. Ok. Dans le végétal, herbacé, floral, voilà, la terre, le bois, le floral, l'herbacé. Mais est-ce que j'y mets les noix? Est-ce que tout ce qui est arôme de noix, fruits à coque, est-ce que c'est dans le végétal ou dans l'empyromatique? Parce que des fois, ça s'approche un peu de l'empyromatique aussi. Si je prends le cas actuellement là, sur le Monte Cristo, j'ai justement des notes torréfiées de café, en tout cas mon ressenti, et là, justement le côté noix de cajou. Donc est-ce que ça, c'est la même famille?
Ça, c'est chacun qui... D'accord. Parce qu'en fonction de nos récepteurs, on n'a pas non plus la même expérience, en fait. Et puis après, est-ce que c'est de l'amande grillée? Est-ce que c'est de l'amande fraîche? Est-ce que c'est de l'amande amère? Bon, voilà, donc les fruits à coque, des fois, ils peuvent aller... On pourrait avoir envie de les mettre dans le végétal, des fois, on peut avoir envie de les mettre dans l'empyromatique. Après, on a tous les épices. Alors, un épice, c'est quoi? Parce qu'il y a des gens qui vont dire épicé, ça veut dire piquant. Donc, ils vont y mettre le poivre. Mais oui, mais non, finalement, la cannelle aussi, c'est un épice. Le cumin aussi, c'est un épice. Donc, est-ce qu'on met que les épices, entre guillemets, en poudre dedans? Est-ce qu'on dit la muscade, oui, alors pourtant c'est une noix, c'est un fruit à coque? Bon, voilà, donc en fait, c'est toujours difficile, c'est pour ça que je conseille au départ de se dire, bon, ce que je ressens, est-ce que c'est plutôt végétal, torréfié, animal, épicé? Voilà. C'est d'ailleurs pour ça que quand tu faisais des comptes rendus, en tout cas sur le cigare et la fourmi, tu restais toujours dans ces familles-là. Tu ne rentrais jamais dans le détail, parce qu'après c'est vraiment quelque chose de plus personnel, finalement, c'est plus personnel, ouais. C'est ça. Alors justement, moi j'ai une question à me poser, parce qu'en plus je sais qu'on est totalement différents, toi et moi, sur ce point-là. J'ai par exemple un confrère qu'on connaît, Fritz, qui lui a fait de la rétro-olfaction à chaque fois qu'il va tirer sur son cigare. Quand on voit sur des blogs, ils conseillent de le faire pas trop régulièrement. Moi personnellement, je vais le faire très peu, c'est-à-dire je vais le faire 4, 5, 6 fois seulement dans toute la dégustaison sur mon cigare. Alors, est-ce que parce que finalement les saveurs que j'ai en bouche, sur la plupart des cigares que je fume, me suffisent? Donc des fois je vais quand même chercher un peu le côté rétro-olfaction. C'est vrai que ça apporte vraiment un plus, là il n'y a pas photo. Et par contre, il y a des personnes comme toi, je crois que sans te rendre compte, tu le fais presque tout le temps. Ouais, moi je crois que je le fais à quasiment toutes les tafs, on va en reparler de cette fréquence à laquelle il faudrait faire la rétro-olfaction, mais c'est vrai que chacun fait un peu comme il veut, au final, pour profiter de son cigare. Après, moi je trouve que le faire régulièrement, ça permet quand même de choper des trucs qui peuvent être fugitifs, des fois tu les as que sur quelques tafs. Après par contre ça nique aussi bien le nez comme il faut. Et il faut une certaine expérience du truc pour savoir combien de fumée tu vas prendre, mais ça on va en parler juste après. Oui, parce que c'est important ce que tu dis par rapport à la rétrofaction, parce que moi la question que je me pose, c'est si je le faisais quasiment à chaque fois, comme toi et plein d'autres confrères d'ailleurs, est-ce que finalement tu arrives vraiment à détecter ton côté arôme, ton côté saveur, ou finalement des fois tu peux passer... Est-ce que tu devrais pas plus être sur le moment que sur la saveur en bouche, et donc un peu moins ta rétrofaction, et quand tu l'as fait, là tu vois les petites choses que ça apporte en plus? Est-ce que c'est pas bête comme raisonnement ça? Non, peut-être qu'il faudrait... Alors ça c'est... Toi tu prends l'ensemble finalement, tu prends l'ensemble des arômes et saveurs. Moi je prends plutôt l'ensemble, mais je pense que t'as raison dans le sens où peut-être que je me prive certaines fois de sensations en bouche auxquelles je fais moins attention parce que je suis concentré sur le tout au global, tu vois, c'est possible. Moi, je fais peut-être l'erreur inverse, c'est-à-dire que je vais peu faire la rétro-olfaction, et finalement, j'ai même des fois la faire, c'est quand j'ai un manque de saveur. Pour aller chercher des trucs. Et souvent, par contre, c'est incroyable, il y a certains cigares qui restent assez linéaires, assez plats, et quand tu fais la rétro-olfaction, là, tu récupères quelque chose que si tu l'as pas fait, t'aurais vraiment gâché ton cigare. Ouais, bah pour moi j'en profite, tu vois, je profite vraiment du cigare avec la rétro-olfaction. Si tu me disais que je pouvais pas le faire pendant un cigare, je me ferais vraiment chier, je pense. Ah ouais, donc il y a vraiment deux écoles, hein. Bah ouais, il y en a même encore plus que ça, c'est chacun fait comme il veut, ouais. Exactement. Alors Teddy, t'as fumé à peu près le premier tiers de ce Monte Cristo Especiales numéro 2 de 1998. C'est ça. L'année où on a gagné la Coupe du Monde, souvenez-vous. En plus. T'en es où là? Qu'est-ce que ça donne? Si le reste, les deux autres tiers sont au niveau du premier, ça promet. Mais cependant, j'attends un petit plus là. Ça monte un peu en puissance. Premier tiers qui est très doux, ce qui peut s'expliquer malgré tout vu l'âge. Il a 23 ans. Le cigare. Alors il n'est pas du tout passé. Il n'est pas passé. Bien au contraire, et même sur le premier tiers, ce qui n'est pas en général pas trop le cas, j'ai déjà de la complexité aromatique, c'est-à-dire que d'un côté, j'ai trois saveurs que je détecte tout de suite, c'est-à-dire le côté crémeux, qui est vraiment lui en arrière-plan, et devant, pour moi c'est de la noix de cajou, en tout cas c'est ce que moi je ressens. Là on pourrait rester dans les grandes lignes sinon. Ouais, fruits à coque, disons, fruits à coque par exemple. Ouais. Et puis le torréfié café que j'ai depuis le début. Alors c'est doux, la fumée elle est fine mais assez abondante, même un peu plus depuis le départ. Une sonde compacte, assez blanche, grisâtre. Blanche-grise, ouais. C'est juste très très bon. Et au final, là j'espère que c'est pas souvent mon cas, mais là j'ai envie par contre de prendre un peu de puissance, qui est vraiment cet équilibre là. Mais voilà, difficile
de trouver un reproche pour l'instant, c'est le premier tiers. Ouais, moi c'est la même Toi. chose sur ce Vegero, c'est Specialist numéro 2 là. Et toi, t'as beaucoup parlé, ce qui fait qu'avant, il s'est même éteint. Il s'est éteint, je C'est ce l'ai qui arrive rallumé, souvent, c'est ce un genre peu de dommage. module. Ça, on l'a dit, ce genre de module c'est technique. Enfin, technique à fumer, c'est pas non plus comme s'il fallait travailler 10 ans, mais C'est pas évident. Moi, la il faut toute quand même première faire fois, attention. Ouais, je me suis fait avoir, je l'avais fumé, je tirais trop fort dessus. Et finalement, je sais pas si c'était le cigare qui était un peu trop humide, peut-être, mais je pense surtout que c'est moi qui l'ai fumé en tirant trop fort dessus. Ouais. Et j'ai vraiment, je pense, brûlé. T'avais de la cretée, t'avais du piquant et tout Ouais, ça après. et je pense que je suis en partie responsable du fait d'avoir brûlé ses saveurs. Ouais, bah ça arrive, et puis comme tu le dis, tu vois, un moment où là, quand on parle comme ça, mon cigare se serait pas éteint avec un autre module, et bah là, ça s'est éteint, et donc Oui. il faut quand même, J'aime bien dire, moi, que c'est le cigare qui impose son rythme, en fait. Hein. Si tu tires trop dessus, trop fort, tu vas le savoir tout de suite. Ouais. Si tu tires avec trop de puissance, tu tires trop dessus, tu vas le savoir tout de suite. Et si tu tires pas assez, tu vas le savoir tout de suite aussi, quoi. Ouais, là ça prend tout son sens. Mais alors toi, sous premier tiers encore, difficile de peut-être donner un avis ou tu peux quand même? Non, c'est très très bon. Ouais, Alors, je suis curieux, parce que m'attendais- j'ai jamais fumé moi celui-ci. Hein. Je m'attendais, sachant que c'était Vegero, je m'attendais à plus de puissance que ça. Et là, j'ai une puissance qui est très très maîtrisée. D'accord. Qui est plus du côté de 3 sur 5, quelque chose comme ça, 2 sur 5, 3 sur 5, mais je dirais pas comme toi que j'ai besoin que ça avance. Par contre, je trouve que là, il a un équilibre, il a une rondeur qui est super, et les arômes sont fondus, donc je saurais pas discerner exactement plein de trucs comme c'est possible des fois. Je sais que j'ai C'est des marrant, fruits à ça. coque, j'ai un peu de Ouais. torréfié, j'ai de la fumée est vraiment crémeuse, il y a de la douceur, tu vois, il y a des arômes gourmands, mais j'ai pas de trucs très très précis à donner non plus. Mais c'est marrant ce que tu me dis, parce que le côté fondu, tu dis ça, en fait, t'as du mal à. C'est juste super, mais difficile à détecter exactement. Mais j'ai l'impression, alors j'avais pas fumé des tonnes, de plus en plus, mais sur les côtés vintage, sur des cigares qui le méritent, finalement, on a souvent ce côté-là. En fait, c'est bon. Ouais, c'est bon. Et on va pas plus loin des fois. Et puis là, là, tu vois, sur une grosse rétro-olfaction, j'ai pris beaucoup de fumée, parce qu'on va peut-être on en parlera Eh après, oui. mais la quantité de fumée que tu prends différencie aussi les sensations que tu as. Et là, j'ai eu vraiment ce côté vintage, un peu poussiéreux, un peu floral en même temps, avec un peu doux, quoi. Et là, c'était vraiment super. Donc pour l'instant, ça se passe très très bien. J'espère que ça va continuer comme ça. Et après, je pense que certains cigares sont très appréciables comme ces deux-là comme vintage, parce que c'est des cigares à l'origine qui sont assez chargés en Ligero, donc assez puissance. Par contre, j'ai des Romeo et Juliette numéro 2 qui datent de 80, 90, je sais plus. Là, une bonne partie sont limite passées. Ouais, bah ça c'est le Mais ça problème. s'explique, hein. C'est ce qu'on dit souvent en fait. Lorsque les cigares vieillissent, la nicotine se dégrade. Donc vous allez avoir des cigares qui sont moins puissants, ce qui donne aussi ce côté un peu plus fondu, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se dégradent et il y a plein de trucs qui se créent. Chimiquement, je sais pas exactement ce qui se passe, c'est un peu difficile de trouver des infos, mais voilà. Et après, par contre, ça veut dire que si vous faites ça sur des cigares légers, quelquefois ça peut poser problème. Hein. Et Teddy, ça y est, le Monte Cristo spécialiste numéro 2, avec les grands yeux c'est là. ça, il buvait mes paroles. Et... Exactement. Ouais, donc c'est important de le dire aussi ça. Parce que souvent j'ai des collègues qui viennent me voir, je voudrais faire vieillir en jarre, ou je voudrais faire vieillir tout court, oublier ma boîte 10 ans. Déjà c'est dur d'oublier sa boîte 10 ans. En tout cas je trouve ça compliqué. Mais on y arrive, il faut avoir du volume, la quantité finalement. Ouais. Et on me demande des conseils, bah déjà j'oriente vers des cigares qui sont plus puissants. Plus charpentés, ouais. Plus charpentés, parce que sinon bah, le vieillissement sur long terme, 15 ans et plus, ou 10 ans et plus, bah, il n'aura pas d'intérêt. Oui, alors encore une fois, ça dépend tellement des cigares, Aussi. c'est au cas par cas. Je sais que moi j'ai fumé des cigares qui avaient 10 ans, qui étaient exceptionnels, ils avaient le côté vintage, ils avaient le truc, je voyais pas comment ils pouvaient être meilleurs. Et puis il y a des fois, t'en as fumé des 10 ans aussi, et puis en fait, bah y a rien, je sais pas, y a rien quoi. J'en ai fumé ensemble l'autre fois un Upman numéro 2 qui a quasiment 10 ans, de 2013. Bah, moi je lui ai pas trouvé un truc exceptionnel en fait. Donc voilà, et pourtant j'ai fumé un Partagas de D4 de 2011, il est seulement 2 ans plus vieux, et là c'était l'explosion, c'est extraordinaire. Ouais. Donc C'est vrai que Upman, il était pas. Moi je l'avais apprécié, je l'ai fumé même jusqu'au bout, mais c'est vrai qu'il avait pas ce côté qu'on attendait en plus. Non, il lui manquait quelque chose. Ouais. Donc c'est ça, hein, c'est pour ça qu'on dit aussi, si vous avez des boîtes, revisitez-les régulièrement, tous les 6 mois. C'est pas une science exacte. Parce que c'est pas une science exacte, et quand vous trouvez un cigare qui est au moment où il faut le fumer, bah des fois faut pas non plus attendre 10 ans de plus, Ouais. vous pouvez le fumer directement, quoi, parce que quand c'est bon, bah c'est ce qu'on Et après, cherche. j'avais beaucoup de confrères, je crois pas que ce soit ton cas, mais je connais pas mal de confrères, que ce soit Mathieu Rebjoc, Pierre Vandeville, et plein d'autres. Et ben ces mecs-là, ils tiennent tous au ordinateur, leur dégustation. Alors moi, c'est pas du tout mon truc, mais je comprends, parce qu'au moins ils savent vraiment où ils en sont dans l'évolution de leur boîte, pourquoi pas. Ouais, moi j'ai pas le... La patience, La patience, ouais, c'est ça, ni la patience ni le Je temps. pourrais Ouais. m'y tenir un an, mais à un moment ça va me saouler. Ouais, exactement. Mais par contre, c'est une très bonne idée.
Alors, Teddy, parlons un petit peu quand même de la rétro-olfaction, parce qu'on mentionne le terme depuis le début, mais on n'a pas expliqué exactement ce que c'était. Ouais, c'est-à-dire tu vas nous expliquer comment s'y prendre. Comment le faire, ouais. Ouais. Alors, la rétro-olfaction, c'est donc le fait de faire passer la fumée depuis la bouche vers le nez et d'expirer cette fumée par le nez, en fait. Alors, l'erreur des débutants, c'est de prendre beaucoup de fumée. Il faut quasiment pas en prendre au début. Il vaut mieux en prendre moins que plus, parce que si vous en prenez trop, vous allez vous brûler les narines, ça va être vraiment horrible. Là, j'ai pas des très bons souvenirs de départ, Ouais. où justement tu penses quand t'en prends pas beaucoup que ça va pas marcher, tu vois très peu de fumée, Ouais. et quand t'en prends trop, aïe aïe aïe. Alors, moi j'ai 2 techniques à vous donner. La première, c'est celle qui est la technique normale, entre guillemets, donc on tire sur le cigare, pardon, on garde la fumée dans la bouche, on en expire, je dirais 90%, et les 10% restants, on la fait passer par le nez. Alors si vous n'arrivez pas à faire passer par le nez, donc les fumeurs de clopes, souvent ils y arrivent automatiquement, sans aucun souci. Exactement. Si vous n'arrivez pas à... Comment tu fais toi? Vas-y, explique. Bah, en fait, quand j'ai commencé tout dans mon départ, comme j'étais pas fumeur de cigarette, bah, je savais pas trop comment on faisait finalement. Et ils expliquent une technique, c'est pas évident, hein. C'est pas évident. Et en fait, ils expliquaient, il faut faire un peu comme si tu... Ouais, mais là tu vas mettre la fumée dans tes poumons. Oui. Et après, tu fermes ta bouche, et tu fais ça. Ah, moi, j'ai d'accord. commencé comme ça. J'ai jamais essayé comme ça, moi. Ah, J'ai une autre technique. Donc, il y aura 3 techniques. Tu avales, tu avales, c'est ça? Non, moi j'avale pas du tout. Vous prenez la fumée, vous en expirez 90% et vous C'est mâchez. important de le dire. Comme si vous mâchiez un yaourt. Ah ouais. Et ça va automatiquement en fait faire Ouais, passer un bout de fumée par le nez. Alors si t'en prends pas assez en faisant ça, ça va pas se voir non plus. C'est ça, il faut trouver la quantité. Mais il ça. vaut mieux au départ commencer avec peu. Exactement, le machin, j'ai vu ça, ouais. Et aller avec plus de fumée au fur et à mesure, parce que si vous en prenez trop d'un coup, c'est vraiment un souci. Donc une fois qu'on a dit ça, à quoi sert cette rétro-olfaction? On l'a dit, Teddy essaye le mâchage. Ça fait une sale tête, mais... Ouais, mais ça marche. Ça marche. Ça a marché. Ça marche, ouais. Ouais, ça Très marche. drôle. Ah, c'est pas très bonne technique. Bah, en fait, il y a des gens qui n'ont jamais fumé et qui ont du mal à s'habituer à cette sensation en fait, de faire passer la fumée par le nez. C'est vraiment sympa parce qu'en fait, là, tu te poses même plus de questions en fait en marchant. Ça le fait naturellement, bien vu. Et toi, là, par contre, j'avais mis un peu trop. J'ai pas expulsé assez de fumée. C'était moins agréable. Donc, toi, t'as raison. Enfin, après, il faut faire le juste milieu. C'est très très bon ce Vegueros, on va en reparler. Donc après, la question qu'on se posait tout à l'heure, on peut peut-être y revenir de façon un peu plus longue, c'est combien de fois on le fait dans un cigare? Toi, tu disais, Teddy, tu le fais 3... Allez, 4 à 6 fois, moi, c'est très peu. 4 à 6 fois, c'est tout. Très peu. Non, moi, je le fais quasiment toutes les Et sur le dernier tiers, encore plus. Et est-ce que selon les tiers, ça peut aussi changer quelque Je chose? réfléchis pas, en fait. D'accord. Je réfléchis pas du tout. Je crois que je le fais à presque toutes les tafs. Pas J'ai forcément avec beaucoup de fumée. J'ai l'impression finalement que tous les fumeurs expérimentés le font naturellement. Ouais. Finalement, Ça se non. peut, je sais pas. Finalement. Ouais. Et tu n'as jamais fumé de cigarette non plus? Non. D'accord. Pour moi, c'est vraiment un moyen de profiter de toute l'explosion aromatique du cigare. En fait, tu l'as pas si t'as pas. Pour moi, si t'as pas la rétro-olfaction, il me manque quelque chose en fait. Vraiment. Même si je fais passer qu'un tout petit peu de fumée, le mâchage de nouveau, ça fonctionne. Ça se voit par contre quand tu mâches. Ah, ça se voit quand tu mâches, mais c'est juste pour C'est s'habituer à la très bonne sensation. technique, très simple à expliquer, tu vois. Oui, c'est simple, ouais. Quand on te le demande, c'est compliqué, mais voilà. Vous avez la technique, ceux qui veulent essayer. Ouais. Jauger le niveau de fumée, par contre. Ouais. Oui, c'est ça. Et faut quand pas... tu dis 80-90%, ouais, c'est au moins ça finalement. Ah oui, faut pas garder la Ouais. moitié de la fumée dans sa bouche parce que C'est sinon vous allez vraiment vous ruiner. Alors en plus, en fonction de la fumée des cigares, il y a des cigares qui ont une fumée plus lourde, des cigares qui ont une C'est ça. fumée moins lourde. Mm. Donc là, nécessairement, ça change tout, quoi. Et par contre, je te rejoins complètement, même si au départ c'est vraiment. Alors on est tous différents, pour moi c'était très compliqué. Si tu fais pas de rétro-olfaction, au moins un minimum, sans vouloir t'abîmer le nez, comme tu disais, toi ça te dérange pas plus que ça parce que tu fumes pas non plus 3-4 cigares par jour. Ah non, ouais, Il y non, a non. ça aussi. Oui, ah bah complètement, ouais. Puis Automatiquement. moi déjà, si je fume un cigare un peu long, un Churchill, un double co, un truc comme ça, Ouais, ça aussi. le lendemain, je sens que j'ai fumé, quoi. Y a pas de Ouais. souci, hein, ça, j'ai le nez un peu bouché. Et si enfin, tu le j'ai fais pas, tu irrité, passes quoi. à côté de quelque chose, là on est d'accord. Ah, moi je trouve, ouais, surtout. Alors moi j'adore le faire à l'allumage. D'accord. J'aime bien avoir les premières taffes à l'allumage sans C'est rétro-olfaction. marrant. Ouais, je le vois et chez tout de les- suite, chez les tac, faire une rétro-olfaction à l'allumage. Et c'est là que. Moi j'adore l'allumage des cigares, vraiment, c'est. Alors, j'ai une question piège pas évidente. Je te pose la question parce que je ne l'ai pas. Ouais. Le fait de faire la rétro-olfaction en termes de santé, t'as une idée? Je n'ai aucune Ouais, c'est idée. quelque Je chose sais que- que majoritairement, en fait, la nicotine, elle passe par les muqueuses de la bouche. Voilà. Donc de toute façon, c'est nocif. Oui, parce que De sur toute la façon, nicotine ça vous fait elle-même, pas elle du passe dans bien. le sang. Alors oui, la différence avec la clope, on fera peut-être un épisode complet là-dessus. La différence avec la clope, c'est que avec la clope, on avale la fumée. Ouais. Et donc ça passe dans les poumons qui sont beaucoup plus vascularisés. Donc en fait, il y a beaucoup plus de nicotine qui passe et elle passe surtout beaucoup plus vite. Ouais. Et en fait, comme la demi-vie de la nicotine est très courte, c'est pour ça que les fumeurs de clope ont envie de fumer à peu près 10 minutes après avoir fini une clope. Pour un cigare, c'est pas le cas parce que l'absorption est beaucoup plus lente
et du coup, il y a beaucoup plus de nicotine, mais on en absorbe moins par unité de temps, si tu veux. Il est beaucoup plus lent parce que quand un fumeur il commence, il va y aller un peu trop fort ou il n'a pas choisi le bon module, il va d'un coup être pas bien, mais ça a pris un peu de temps. Exactement. Ah oui, il y a une espèce de jauge qui se remplit, puis une fois que le vase est plein, c'est fini, quand t'es à la moitié du cigare, c'est trop tard. On fait tout blanc, les bras en croix par terre, et on attend 1 heure que ça passe. Ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé, je suis bien content. Ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé aussi, ouais, on pourra en reparler, mais je pense qu'il y a d'autres choses aussi. Si vous fumez à l'intérieur et que vous avez mal aéré, tout ça, Oui, j'ai un confrère Adrien qui fume depuis de nombreuses années, Adrien que beaucoup connaissent. Et un jour, il avait été fumé à l'intérieur, dans un fumoir, c'était très mal ventilé. Ouais. Et ce mec, alors qu'il fume depuis longtemps, régulièrement, et il a eu ce mal-être. Ouais, bah moi ça m'arrive d'être malade, mais j'ai remarqué que c'était le plus souvent en intérieur, ou quand c'était mal ventilé, si la fenêtre n'était pas ouverte et tout ça, ouais, souvent ça me fait ça. Souvent ça me fait ça. Okay. Bon alors Teddy, toi t'es dans ton 2e tiers là, qu'est-ce que tu peux nous dire de ce Monte Cristo Especiales numéro 2 ? Eh ben il y a de l'évolution. Ce que j'avais au départ, c'est-à-dire les fruits à coque, le crémeux et le côté torréfié. Là maintenant j'ai plus que, si je puis dire, un côté, alors pourtant notamment on en parlait tout à l'heure, épicé. D'accord. Mais pas le côté épicé qu'on peut retrouver quand il y a une trop grosse accumulation des gaz, par exemple. Hein. Ouais, là, pas le côté piquant. Pas le côté piquant, donc là, je vais pas Si tu devais t'aventurer, tu décrirais comment ? Tu pourrais décrire ce côté épicé, là c'est assez compliqué. Hein. Ouais, je saurais pas mettre 2 mots, mais alors si, c'est quel poivre ? Oui, mais c'est un peu du poivre, quand même. C'est du poivre. Alors, ouais. Si je vous dis le poivre blanc, ça parle pas à grand monde, mais moi c'est ce que je C'est ce que ça t'évoque. Voilà, pas le poivre noir ou vert qui va te un peu plus costaud, là c'est épicé, un poivre assez léger, et bien présent, qui est même très agréable. Et puis j'ai le côté torréfié, mais qui se fait lui un peu plus doux. Ouais. Donc ça change, c'est marrant, le 2e tiers est complètement différent du premier. Ouais. Ah oui, t'as vraiment une évolution là. C'est vraiment sympa. Et la fumée un peu plus épaisse. Et j'ai une question pour toi, peut-être pour les fumeurs qui n'ont jamais fumé ce type de module là. Oui. Est-ce que toi tu as déjà commencé à adapter ton tirage par rapport à là où t'en étais dans le cigare ? Bah en fait, j'en avais fumé dans le passé, j'avais très mal fumé, mais bon, quand tu n'es pas... Moi je fumais beaucoup tout seul. Après j'avais fumé avec toi, c'est quel module ? Un Fundadores. Ouais. Alors est-ce qu'il était un petit peu trop humide ? Peut-être. Au toucher en tout cas c'était le cas. Ouais, ça se peut un peu, ouais. Par contre j'ai pas fumé correctement. On était en extérieur, et puis on a discuté, j'ai peut-être aussi du fait qu'il soit un peu humide tiré trop fort dessus, et j'avais rien ressenti, tu te rappelles ? Ouais, je me souviens que c'était pas une bonne expérience. J'avais rien eu, et il s'éteignait tout le temps. Ouais. Alors ça n'a pas aidé automatiquement. Ouais, mais entre le vent et l'humidité c'était compliqué. Et je me suis promis depuis que c'était terminé, ce genre de module. Je tire dessus, pas trop, j'en ai pas besoin d'ailleurs, pas trop puissamment, mais par contre je vais tenir longtemps. Le tirage un peu plus long. Ouais, et moi j'apprécie à fond. Et je trouve là que je te pose la question parce que finalement je viens de me faire la réflexion que là c'était le moment où il fallait que je le fasse. Moi je suis à peu près à la moitié du cigare comme toi. Et là si je continue à tirer comme je tirais au départ, je vais vraiment plus pouvoir le fumer dans 2 cm parce que ça va être acre, ça va être piquant et tout ça. Et je me rends compte là vraiment il faut que je tire beaucoup plus doucement et beaucoup plus longtemps en fait. Donc il faut des fois, mais quand je dis longtemps là, c'est des fois 10 secondes. Hein, ça peut être très très long mais très peu tiré en fait. Et ça va permettre de maintenir la combustion, de faire passer la fumée tranquillement dans le tabac sans brûler l'extrémité du continuer cigare. à percevoir les saveurs, c'est important ça. Ouais, parce que sinon c'est acre et c'est piquant. Moi j'ai pas d'évolution sur ce Vegueros, pas tellement. Alors en même temps je parle depuis tout à l'heure, je suis pas forcément super concentré dessus, mais par contre c'est très bon. J'ai une fumée, et là vraiment les arômes et les saveurs changent en fonction de mon tirage. Plus je tire fort, pire c'est. Vraiment là, je l'ai senti sur les dernières tafs. C'est pas évident quand on a peu d'expérience. Ouais, c'est pas évident, il faut vraiment se prendre. C'est pour ça, quand je vois les gens qui disent « Ah, t'es débutant, tiens, qu'est-ce que... » Des débutants qui disent « Oui, je veux fumer un Cohiba, qu'est-ce que vous me proposez ? Tiens, prends un Siglo 1. » Un Siglo 1, pour moi, c'est un cigare qui est difficile à fumer. Hein. C'est difficile à fumer, le cepo est petit, le cigare est court. Si vous tirez dessus, il faut adapter son tirage très très vite. Plutôt le Siglo 2 pour le coup. Plutôt le Siglo 2 qui est déjà un Corona. Bon après, moi je suis un grand adepte du Siglo 6, ça se sait. Je pense qu'il y a beaucoup qui sont encore avec toi, le 5 et le 6. Hein. Ouais, j'ai pas goûté le 5, je sais pas pourquoi, j'ai pas goûté le Dahlia, j'ai pas goûté le 4 qui est un Corona. Enfin, c'est des formats que j'adore et j'ai pas pu les goûter, c'est vrai qu'ils sont chers. Ils sont très très chers, mais oui, si vous débutez, ne vous dirigez pas vers ces modules à petit cepo, dirigez-vous vers des modules qui ont un cepo plus important, un 50, même un 54. Oui. Un 60, je sais pas, mais voilà, un 50, 52, 54, c'est vraiment bien pour commencer.
Dernier truc qu'on peut dire, peut-être Teddy, et tu vas me dire si toi tu as déjà utilisé ce genre d'accessoire, c'est qu'on peut utiliser une roue des saveurs pour s'aider à identifier ces saveurs-là. Alors, est-ce que toi, ça t'est arrivé, ouais? La première année, je faisais mes dégustations, je faisais des comptes rendus sur les groupes, sur l'ancienne confrérie du cigare, et je prenais toujours avec moi la roue des saveurs, ou en tout cas qui était pas trop loin de moi. Ça m'aidait à identifier, et surtout après avoir une cohérence dans ce que je disais. Oui, te dire, ok, ce truc-là, j'appelle ça comme ça, donc je vais continuer à l'appeler comme ça, ouais. Et puis après, quand tu commences sur les groupes et que t'es débutant, la moindre truc tu vas dire une connerie. Oui. C'est pour ça que j'ai vite comparé la saveur et les arômes. Ouais. Parce qu'après direct, bam, tu te fais. Ouais, tu te fais tailler, ouais. Ah ouais. Moi, je sais que j'ai utilisé la roue des saveurs plusieurs fois, mais je la trouve difficile à utiliser aussi parce que Trop. D'abord, quelquefois, il y a trop. Il y a trop d'options. On est d'accord. Et il y a des types qui vous disent oui, herbacée, alors est-ce que c'est de l'herbe fraîche, c'est de l'herbe séchée, est-ce qu'elle a séché 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, est-ce que l'âne il l'a déjà reniflé, bon, est-ce que c'est du foin, est-ce que c'est du. Bon, vraiment, c'est des fois compliqué de se dire ok, j'ai un truc qui ressemble à ça, après comment je descends jusqu'au dernier bout du bout. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a des roues qui vont te mettre les noix dans le végétal, il y en a qui vont te mettre les noix dans l'empyromatique. C'est ça. Il y en a qui vont te mettre certaines noix dans les épices parce que c'est plutôt des épices. Bon, comment différencier tout ça? Et après, je trouve aussi, moi, et ça c'est peut-être un conseil que je peux donner, surtout aux débutants, que le bout du truc, c'est quand même simplement de kiffer l'expérience. C'est ça. C'est pas de déceler le plus d'arômes et tout ça. Alors si ça vous amuse, vous le faites, il n'y a pas de souci, quoi. Mais moi, je trouve que quelquefois, quand je m'attelle à cet exercice-là, d'essayer d'aller au plus loin que je peux, et ben en fait, je profite vachement moins de mon cigare. Je sais pas si c'est ton avis aussi. Aujourd'hui, oui. Et puis je pense que finalement, plus tu vas avancer dans ton expérience, je pense, hein, en tout cas pour beaucoup, moins on va s'occuper de ça. À la fin, on va reconnaître ce qu'est un bon cigare d'un moins bon cigare. Qu'est-ce qu'un cigare assez jeune ou avec quelques années. Voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, là on le fait un petit peu pour l'exercice, ouais. Mais sinon maintenant quand je fume tout seul ou avec toi ou d'autres personnes, c'est terminé maintenant. Je profite du moment. Ouais, c'est ça, t'es pas forcément en train de chercher. Non, ça vient naturellement quand je le fume, mais je fais pas de compte rendu derrière, ni oralement, ni à l'écrit. Oui, ça nous arrive d'en parler comme ça, mais c'est vraiment bref quoi. Par contre, je vais faire oh putain, là je vais prendre la photo, je vais dire waouh, ça c'est bon. Quand c'est bon. Et comme dit Bruno, quand c'est bon, c'est bon. C'est ça, c'est pas la peine d'aller chercher. Voilà, t'as plus envie aussi après au bout d'un moment. Par contre, ça peut être intéressant, je trouve, d'utiliser ces outils-là pour se dire tiens, j'ai pas aimé ce cigare-là, pourquoi j'ai pas aimé? Est-ce que c'est que j'aime pas tel ou tel type d'arôme, ce qui est tout à fait possible? Est-ce que j'ai réussi à identifier tel arôme que je retrouve dans d'autres cigares et qui serait peut-être indicatif d'une sick période, d'un cigare trop jeune, d'un cigare trop humide, parce qu'on a dit aussi que les cigares trop humides, c'est ce qu'on disait en off tout à l'heure, ils ont pas forcément le même goût. Moi je trouve qu'un cigare humide, il a des saveurs, elle est lourde ta fumée là. Ouais. À ses côtés légèrement du cigare, un peu humide. Peut-être un peu humide, ouais. Puis là c'est un jour assez humide aujourd'hui, et comme on est dans le garage là. Et donc quand c'est un peu humide, moi je trouve que les cigares ont pas les mêmes saveurs, pas les mêmes arômes non plus. Alors les saveurs parce que c'est lourd, parce que c'est... Et oui, je trouve qu'on apprécie moins, et du coup, ça peut aussi permettre de se dire tiens, ce cigare-là je l'ai pas apprécié, mais savoir pourquoi on l'a pas apprécié. Est-ce que c'est parce qu'il était dans une mauvaise période lui? Est-ce que c'est qu'on a fumé dans des mauvaises conditions? Est-ce que c'est que le cigare était trop humide, trop sec? Trop sec, je pense que ça arrive beaucoup moins souvent que ce que les gens pensent. C'est ça. À mon avis, je pense qu'on peut conserver des cigares super secs et qui se fument super bien. Moi je préfère, on est pareil. Hein. Ouais. Je préfère un cigare si on donne une idée, parce qu'il faut toujours parler de température et en même temps d'hygrométrie. Si on prend l'idée de 20 degrés, moi mon cigare le conserver à 62, 64 maximum. C'est exactement ce que j'allais dire. Moi j'ai 20 degrés et je mets plutôt 60, 62. Ouais. Et si ça descend à 58, 59 quand on est à 21, je m'alarme pas du tout quoi. Ah oui, alors voilà, après c'est vraiment personnel, moi je suis comme toi. Un cigare, même qui va dépasser à 65, 66, je vais le ressentir tout de suite. Ouais. Et c'est pas ce que j'aime. Pas du tout. Ouais, c'est ça, moi non plus. C'est comme les anglo-saxons qui fument a priori des cigares assez limité, assez sec, assez bas en hygrométrie. Ouais. Et on peut le dire aussi, si vous voulez faire vieillir des cigares, on en reparlera certainement dans un autre épisode, mais c'est plutôt une conservation plus sèche, avec une hygrométrie plus basse, que si vous voulez consommer régulièrement comme ça. D'accord. Et puis enfin, même chose, si on reparle de la conservation, on est obligé de le dire, mais apprenez plutôt à reconnaître un cigare trop sec ou trop humide, plutôt qu'à vous fier à un hygromètre, parce que... Et d'ailleurs, les grands amateurs, certains n'ont même plus d'hygromètre, ne regardent pas parce qu'au final, quand tu connais, ça ne sert plus à rien. Et moi qui ai une armoire, t'as une armoire aussi Teddy, on sait que
l'hygrométrie n'est pas forcément la même partout dans l'armoire. Alors il y a des gens qui mettent un hygromètre à chaque étage. Toi, je sais que tu tournes tes cigares aussi de temps en temps de manière à ce que ils se retrouvent pas tous. Une fois par mois, je change de place. Voilà. Et moi, je sais que dans ma cave, j'ai des cigares qui sont très très bien, et j'ai des cigares qui sont trop humides. Donc avant de fumer, je tâte le cigare, et s'il est trop humide, la base, je fume le cigare de tâter. Voilà, la base. On en reparlera sûrement. En tout cas, c'est tout ce qu'on avait à se dire pour aujourd'hui, Teddy. J'espère que vous avez appris quelque chose, en tout cas, j'espère que ça vous a aidé. Je pense que toi aussi t'espères ça, Teddy. Je parle en mon nom, mais je peux parler au nom de nous deux. Tout à fait. On espère que ça vous a aidé, et on se dit à la prochaine fois pour un nouvel épisode. Salut. Bientôt, salut. Merci d'avoir écouté ce 9e épisode des Vieilles Branches. S'il t'a plu, n'hésite pas à partager, à liker, à commenter et à t'abonner sur YouTube et à activer la cloche. De notre côté, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Alors en attendant, mettez-vous bien.